Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà repartis pour une semaine un peu plus courte mais dense. Alors, on va commencer avec l'économie, la macroéconomie et peut-être, Wilfried Galland en a l'intuition, voilà, on va dire ça, peut-être une forme de révolution fiscale qui est en train de se jouer. C'est Jean-Marc Vittori qui en parle aussi ce matin dans les Échos. Biden serait l'anti-Reagan. On mettrait fin en fait à 40 ans de baisse continue du poids de la fiscalité, notamment sur les entreprises. Donc on va démarrer avec ça, et puis tout ce qui se joue évidemment en ce moment sur les marchés. Ensuite, grand classique de Bismart, en tout cas grand classique des combats auxquels j'essaye de vous associer, c'est tout ce qui se joue autour du nucléaire et de la façon dont le nucléaire est une solution pour essayer de résoudre l'ensemble de nos tourments climatiques. Et puis nos entrepreneurs, vous allez voir, le vin en canette. Alors je vois déjà, du vin en canette, quel scandale. Attendez, voilà, on va raconter. Et puis les marketplaces, ça aussi passionnant, notamment autour de la mode. C'est parti, c'est Bismart. On démarre donc avec Wilfried Galland, stratégiste, Montpensier Finance. Salut Wilfried. Bonjour Stéphane. Alors d'abord, première chose, puisqu'on est d'ailleurs assez régulièrement quand on se voit, on est sur des records. Ouais, c'est marrant. Donc voilà, là on est en train de casser les records de 2007 quand même en ce qui concerne Paris. On n'est pas loin de 2007, on est encore loin de 2000, mais on est quasiment sur les chiffres de 2007, quoi, sur les 6180. Donc là on est un petit peu en dessous, mais on y arrive. Avec un point alors qu'on n'avait pas vu depuis très 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 longtemps. C'est que Paris fait la course en tête des places boursières. Alors, on va laisser de côté la tech américaine, mais même peut-être d'ailleurs... devant la tech américaine. Oui, tout à fait. Hein, le Nasdaq, c'est à peu près 5% depuis le début de l'année, contre à peu près 10% pour le CAC. Bon, en même temps, ça faisait toujours le problème de où est-ce qu'on commence. Tout à fait. Mais il y a des éléments structurels qui permettent d'expliquer ça, ou c'est juste qu'on était tellement en retard qu'à un moment, les gars se sont dit « Oh, attendez, les Français... » On a à l'intérieur du CAC quelques moteurs. Alors, on a le moteur celui-là ne s'arrête jamais, c'est celui du luxe. Ouais. Voilà. De toute façon, il est inexorable et quasiment, quelle que soit la conjoncture, il fonctionne. Et puis, on en a deux qui fonctionnaient très très mal l'année dernière et qui fonctionnent beaucoup mieux. C'est tout ce qui est autour du transport, du tourisme et de l'aéronautique, qui était effectivement très très en difficulté l'année dernière et qui cette année bénéficie beaucoup. La puissance d'Airbus. Exactement, Airbus, Safran, voilà, nous donne des effets de rattrapage. En fait, c'est très très bienvenu quand même pour montrer aussi, parce qu'on est dans un monde de chiffres, que l'Europe n'est pas nécessairement destinée à faire toujours, y compris d'un point de vue boursier, beaucoup moins bien tout le temps que les États-Unis. Bon, alors effectivement, ça dépend quel point de départ on a. Oui, au moins depuis le début de l'année, c'est pas mal. Mais tu poses la question, on en parlait ensemble la dernière fois que tu es venu, Wilfried. Depuis, on a gagné 3 000 milliards de plus. C'est-à-dire que déjà, c'était 25% du PIB. Alors, c'est un peu compliqué, c'est sur 2 exercices fiscaux, mais là, on doit être à 30-35% du PIB lâché par Joe Biden et par Donald Trump en termes de plan de relance. Si on prend en compte le futur plan d'infrastructure, oui. Et si on prend en compte, oui, effectivement. Donc, à un moment, forcément, ça va se voir, ça, sur les potentiels de croissance, non ? Alors, ça va se voir. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un rattrapage conjoncturel. C'est-à-dire que quand on regarde ce que font véritablement les plans de croissance, on compense l'absence de demande en injectant directement de la demande potentielle dans l'économie. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, en tout cas ce qu'on ne voit pas encore complètement se dessiner, c'est augmenter le potentiel par l'augmentation des investissements. Le véritable problème des Américains en 2022, 2023, 2024. C'est pour ça que les prévisions 2022 ne sont pas si extraordinaires que ça. 2021, probablement, on va être autour de 8% de croissance. Hein, un truc de fou aux États-Unis. Peut-être même qu'ils vont battre la Chine en 2021. Mais parce qu'en fait, on va tellement injecter d'argent dans le moteur immédiat, hein, qui est quasiment c'est un moteur qu'on booste, mais dont on n'augmente pas la cylindrée. La question, c'est comment est-ce qu'on peut augmenter la cylindrée ? C'est le but du plan d'infrastructure. C'est d'arriver effectivement à faire que dans les infrastructures physiques, on en parle beaucoup aux États-Unis, mais aussi numériques, infrastructures de santé, il y a beaucoup de choses à faire sur l'éducation. Comment est-ce qu'effectivement on remonte le potentiel de croissance ? Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et quand on voit ce chiffre qui donne quand même un peu le vertige, 1 million d'emplois créés en un mois. C'est incroyable. Ah, mais c'est incroyable. 1 million d'emplois en un mois. Oui, sauf que non. Ça fait, en gros, c'est des restos fermés qui rouvrent. Donc, alors, ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, dans le détail... C'est des gens qui retrouvent leur emploi, finalement. Ce qu'on voit dans le détail, hein, des créations d'emplois, c'est on a une toute petite partie aujourd'hui maintenant sur l'industrie manufacturière, déjà parce qu'ils ne trouvent plus, en fait. Ils ne trouvent plus de personnel suffisamment formé, donc ils n'arrivent plus à en créer beaucoup. Ce qui était le cas avant le Covid. Et on a effectivement les emplois de service qui commencent à repartir. Ce qui fait aussi
Et qu'effectivement, on ne voit pas non plus énormément d'inflation aujourd'hui dans les salaires, parce que ce n'est pas avec les emplois de service qu'on crée beaucoup d'inflation dans les salaires. Donc c'est pour ça que les équilibres globalement de marché sont bons, les équilibres économiques et sociaux ne sont pas encore complètement là. C'est pour ça aussi que la Banque centrale américaine n'arrête pas de nous dire attention, quand on regarde le détail, quand on regarde ce que vivent aujourd'hui les Américains, oui, les chiffres sont bons. D'un autre côté, quand on regarde le taux de chômage étendu, ce que les Américains appellent, c'est un peu technique, appellent le U6, donc Unemployment catégorie 6 et non pas catégorie 2, ce qu'on regarde le fameux 6%. Y compris ceux qui ont renoncé à chercher du travail. Ceux qui ont renoncé, les temps partiels contraints, voilà, tout ce qui n'est pas optimum, on est autour de 10% de chômage encore. Donc on est encore loin des niveaux qu'on avait, mais ça va très très vite. 1 million par mois. Mais ça va très vite. Voilà, ça va très vite. Ça va très vite. 3 millions de vaccinés par jour. 3 millions de personnes sont vaccinées en ce moment aux États-Unis tous les jours. Voilà, c'est ce qu'on se disait. C'est le débarquement. C'est le débarquement, c'est la logistique Eisenhower. Et vous avez d'immenses vaccinodromes aux États-Unis et ça défile sans même sortir des voitures. C'est du. Non, mais c'est du. Mais c'est du drive-in. Au Texas, en Californie, vous sortez pas de la voiture, vous relevez la manche, paf, et c'est parti. Non, mais c'est extraordinaire. C'est une autre. Voilà, c'est quand ils s'y mettent véritablement, c'est extraordinaire. Et les impôts. Donc. Tu as le sentiment qu'on est peut-être sur un virage historique tout à fait. Avec la volonté de Joe Biden. Donc, on reprend les chiffres. Le taux d'impôt sur les sociétés passerait de 21 à 28%. Trump l'avait fait baisser de 35 à 21%. J'avais oublié la violence de la baisse qu'avait accordé Trump aux entreprises. Pourquoi est-ce que tu penses que là, on est avec une rupture et que les US vont donner le ton au reste du monde sur les impôts? On voit que les US, déjà dans énormément de domaines, les US donnent le ton. Et alors sur les impôts, il y a cette espèce de volonté de, globalement, à la fois réarmer la puissance publique. On va avoir besoin de gérer les équilibres budgétaires quand même à un moment donné. On ne peut pas tout faire reposer sur les taux bas et sur l'endettement. On voit bien que à un moment donné... il va falloir envoyer un signe qu'on a encore le contrôle. Merlin ne va pas pouvoir nous sauver éternellement, donc il va falloir envoyer un signe. Et puis, deuxième vocation des impôts, et c'est vrai que là, c'est peut-être un peu plus compliqué d'un point de vue économique, mais c'est un signal social. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a de plus en plus de signaux qui montrent que, en fait, plus vous êtes puissant, plus votre puissance accélère, et plus vous êtes riche, plus votre richesse accélère depuis quelques années. C'est de plus en plus difficile à tenir d'un point de vue social. Donc l'augmentation des impôts a aussi vocation à dire je vais rééquilibrer tout ça en termes de justice. L'argument de Joe Biden, alors moi, je ne l'ai pas vérifié, c'est dire il y a 95 sociétés au sein du S&P 500 qui ne payent absolument pas d'imposition. Mais alors moi aussi j'ai vu ce chiffre. Je n'ai pas vérifié, je ne sais pas comment peut-être qu'elles sont pas bénéficiaires tout simplement. Enfin, je n'ai pas regardé, mais ça me paraît un peu étrange. Mais en tout cas, mais peut-être. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on a en plus aux États-Unis un code fiscal. On parle de haute complexité, mais qui est une complexité inouïe. Donc gérer ça, ça va être compliqué. Le signal qui est donné, en particulier par Janet Yellen, avec un impôt minimum au niveau mondial, je trouve que c'est un signal extrêmement fort. On vient il y a eu plusieurs périodes dans l'histoire. Il y a eu la période qui avait commencé avec Hoover et Roosevelt. Ça a commencé, faut pas oublier, ça a commencé avec Hoover, de remonter un peu les impôts, cette vision qui était très ce que Popper appelait la vision constructiviste, c'est-à-dire je construis quelque chose de haut et j'ai besoin d'avoir des moyens, donc je remonte l'impôt sur les sociétés progressivement. Ça, c'est globalement jusqu'à Kennedy. Kennedy dit là, je vais baisser les impôts. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été populaire. C'était le premier en fait à baisser les impôts. C'est un mouvement qui s'est poursuivi, qui s'est accéléré. Reagan l'a conceptualisé avec toute l'école qu'on connaît. Et c'est arrivé effectivement avec Trump, avec ce taux extrêmement bas. Maintenant, on remonte. Mais c'était même... Alors, moi, je me souviens, parce que Thatcher, en fait, avait embrayé sur Reagan et... y compris la France en était venue à baisser le taux d'impôt sur la société, comme quoi, franchement. Et c'était même, moi je me souviens du red carpet de David Cameron, je me souviens de ce qui se passait pendant la campagne sur le Brexit, où c'était le paradis fiscal, on va vous faire Singapour sur Tamise, etc., etc. Et là, ça change complètement. Et y compris Boris Johnson, son chancelier de l'échiquier, qui va... Alors, les chiffres au UK, ça va remonter de 19 à 25% le taux d'impôt sur la société. On sent que le prix d'équilibre que beaucoup de gens ont en tête, c'est autour de 25%. C'est ça. Entre 25 et 30. Alors, Biden voudrait 28. On voit bien que certains sénateurs démocrates plus conservateurs ont ce chiffre de 25 en tête. Joey Manchin, le fameux sénateur de Virginie occidentale, qui fait un peu le pivot de la majorité, selon qui dit OK ou pas OK au plan budgétaire. Lui,
lui, il dit moi 25%, ça me va bien au-dessus, voilà. Mais on sent qu'entre 25 et 30, c'est véritablement là où on sent qu'il y a un seuil psychologique qui est en train de se déclencher. Mais est-ce que ça veut dire qu'on renonce à cette histoire de... Parce qu'il y avait toute une logique que je trouvais très intéressante. Tu es sur une économie dématérialisée qui peut s'installer n'importe où, globalement. Et donc, on rentrait dans une espèce de concurrence fiscale mondiale. Et les ultra-libéraux, finalement, en étaient ravis en disant ça va donner plus de potentiel d'investissement aux entreprises et donc plus de potentiel pour construire la croissance. Je pense que c'est le retour de la philosophie du bien commun dont est garant les États. Et quand on a besoin du bien commun, et donc ce bien commun, on l'a vu se matérialiser très très concrètement avec la santé, avec la nécessité d'avoir un certain nombre de choses au sein de son périmètre national, il est important que ceci soit financé par des entreprises qui sont nécessairement représentantes d'intérêts privés, mais qui ne peuvent pas, à elles toutes seules, faire fonctionner l'intégralité de la société. Tout à fait. Et donc, il est nécessaire de rééquilibrer les choses. La question, c'est comment est-ce qu'on le fait sans casser un certain nombre d'initiatives privées. On peut penser que, voilà, il y a un point d'équilibre à trouver, il y a surtout un point de discours en termes de stabilité à trouver. Pour moi, le point essentiel, c'est ça. Pour reprendre les formules qui sont les formules historiques, c'est le retour du big government par rapport, même si c'est plus britannique, à la big society de David Cameron, à la société de Margaret Thatcher. Ou ce serait le retour de ce qu'on appelle la benevolent hand plutôt que la main invisible, le invisible hand. En fait, c'est la main bienveillante par rapport à la main qui s'efface. Les entreprises ont quand même une part de responsabilité là-dessus. J'entendais Patrick Artus donner un chiffre qui m'a, soufflé. Sur les 10 dernières années, elles ont racheté la moitié des actions, les grandes entreprises, notamment américaines, la moitié des actions qui étaient disponibles sur le marché. C'est-à-dire, ces marges supplémentaires qu'on leur a données, en fait, elles n'en ont pas fait grand-chose pour améliorer la croissance. En fait, le véritable problème, c'est qu'elles ont montré qu'elles n'avaient pas beaucoup d'imagination de ce point de vue-là. Voilà. Et donc, quand vous n'avez pas beaucoup d'imagination, vous ne savez pas exactement où est-ce que vous allez investir votre argent, parce que vous dites, malgré les taux extrêmement bas, j'ai pas d'idée de projet qui va m'entraîner vers l'avenir avec un taux de rentabilité suffisant. Et donc, là aussi, pas de risque en fait. C'est-à-dire, pas de problème, je vais racheter mes propres actions, comme ça j'ai un taux de rentabilité qui sera immédiat. Et à force... Et j'enrichis des actionnaires qui déjà vont très très bien. J'enrichis les actionnaires, on peut dire enrichir les actionnaires, ça peut être une façon justement... des histoires d'inégalités. Oui, voilà. Tu vois, tu creuses encore plus des inégalités. Voilà, je creuse des inégalités et j'ai pas de projet, qui m'emmène vers l'avenir. Le point totalement inverse, c'est une entreprise comme Amazon. Où par exemple, Jeff Bezos disait à chaque fois, moi je ne veux pas donner de dividendes parce que je réinvestis tout. Et systématiquement, de temps en temps, il coupait son bénéfice par action en disant non, mais moi le bénéfice par action, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est réinvestir dans un autre domaine. Et là, on voit que ça crée maintenant des emplois. Il y en a beaucoup qui sont incapables aujourd'hui de faire ça. Et donc c'est véritablement ça le problème. Wilfried, juste pas oublier, parce qu'on va les entendre, c'est-à-dire Bruno Le Maire veut lui aussi finalement la même chose. Nous, on est au-dessus de ce fameux seuil d'équilibre de 25%. Ah oui, on est, voilà. Pas tellement, mais je crois qu'on est avec les dernières lois de finances, on est à 27,5, 28. 27,5 pour le tout venant et 26,5 pour les sociétés de moins de, je crois, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, voilà. Donc on n'y est pas encore, mais voilà. Oui, on n'a pas le même potentiel que les Américains ou que les Anglais. Pour nous, si on voulait rejoindre 25%, il faudrait continuer le mouvement de baisse. Voilà. Ça va faciliter juste rapidement cette réflexion. Est-ce que ça va tu as parlé de l'impôt mondial minimum, qui est un peu complexe, mais en revanche, tout le débat sur la taxation des GAFA, où on a besoin des Américains. Forcément, le débat va être beaucoup plus fluide à partir du moment où on part d'une base, je vais dire philosophique, en tout cas une base de principe. Il faut que tout le monde contribue d'une façon qui soit minimale à des infrastructures qu'on considère comme étant essentielles pour la vie de nos concitoyens. Donc effectivement, ça va faciliter beaucoup les choses. Mais je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis, mais ça, tu le sais, quand tu dis Merlin ne va pas... En fait, je crois qu'il pourrait. Simplement, il faut croire à la magie pour que la magie fonctionne. Et il n'y a pas assez de gens qui y croient, en fait. Il faut croire à la magie généralisée. Et il faut croire à la magie généralisée. Voilà. Et donc, il ne faut pas qu'à un moment donné, il y ait un magicien dans l'assemblée de magiciens qui dit « Ouais, finalement, moi, je vais jouer à autre chose. » C'est ça. Voilà. Ou qui dit le fameux roi est nu, quoi. Exactement. Voilà. Ouais, tout à fait. Exactement. Bien, Wilfried Galland, stratégiste, Montpensier Finance, sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Dominique Louis. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane. Le patron d'Assystem, déjà venu nous voir, Dominique, qui m'a appris énormément de choses sur l'énergie nucléaire.
Ça tombe bien, c'est votre métier, Dominique, voilà. Assystem assiste justement hein, l'ensemble de ceux qui construisent aujourd'hui des réacteurs à travers la planète. La Chine, la Russie, c'est-à-dire en ce moment, par exemple, l'activité nucléaire, c'est où en ce moment? Alors, les réacteurs qui se construisent en Chine. La Russie a vendu une trentaine de réacteurs dans le monde. Nous, on les assiste en Turquie, en Égypte, en Finlande. La Grande-Bretagne. Il y a à la fois Hinkley Point, mais il y a aussi Sizewell. Donc, et puis, il y a des intentions qui sont en train d'apparaître, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie. Donc, ça tourne, en fait. C'est-à-dire, tu viens pour ce bouquin, hein, Ouais. Énergie nucléaire, le vrai risque, qui est quand même un peu la copie d'un bouquin que tu avais déjà écrit il y a à peu près 2 ou 3 ans, hein, Dominique Oui, mais Turget-Couvert. il ne faut pas se renier. Non, il ne faut pas se renier. Et surtout, ça converge. Et alors, juste, je le précise, le bouquin, alors, chose très très intéressante, c'est... alors, au début, ça perturbe un peu la lecture. Il est connecté. Il est connecté, voilà. Hein, il est connecté, donc il y a un site qui va avec, Ouais. et l'ensemble des graphiques, l'ensemble des sources, l'ensemble des chiffres que tu mets en avant, on les retrouve Et sur le net. Pourquoi on a fait ça? Parce que les chiffres ils vont évoluer dans le temps. Ce qui est dit dans le livre, dans 2 ans, dans 3 ans, ça restera vrai. Tandis que toutes les courbes, les statistiques, ça va évoluer. Donc ça a été ça l'idée du site connecté. Il faut qu'on aille, droit au but. D'abord, le premier point, c'est que... tu insistes sur l'idée qu'il faut bien se mettre dans la tête que la consommation d'électricité va augmenter. Oui. Voilà, c'est la clé de tout, en fait. C'est la clé de tout. Et pourquoi? Parce que on a besoin d'énergie décarbonée. C'est la principale énergie décarbonée. Si on regarde dans le monde aujourd'hui, 40% des rejets de carbone sont liés à la production d'électricité. Donc, il faut décarboner la production d'électricité. Et une fois qu'on l'a décarbonée, il faut étendre les usages de l'électricité. Et il faut bien avoir en tête, et tu donnes des chiffres qui sont, je ne les avais pas en tête. Le Vietnam, sur la période 2007, au Vietnam, donc sur la période 2007-2017, c'est-à-dire, ces gens-là veulent nourrir leur croissance. Oui. C'est ça, hein, Dominique? Oui. Et personne ne les empêchera de nourrir leur croissance. Exactement. Et donc, si on regarde des données brutes, même pour la France, on a des économies d'énergie qui vont être énormes, mais en net, avec les nouvelles consommations, on augmente. Oui, mais on augmente très très légèrement. Très nous, très légèrement. finalement, Mais c'est par anecdotique. contre, à l'échelle de la planète, pour un certain nombre de pays, entre la démographie et l'amélioration du niveau de vie, là, on est sur des logiques de doublement, voire plus. Et ça, c'est le charbon qui le nourrit. C'est-à-dire, le chiffre que tu donnes sur le Vietnam, bon Dieu, 11% d'augmentation chaque année de la consommation de charbon sur la période 2007-2017. En Inde, le taux est de 5,7%. Aux Philippines, 11%. Indonésie, on parle des populations les plus importantes de la planète. Hein. 4,7% d'augmentation de consommation de charbon tous les ans. Tu t'arrêtes en 2017. Parce que c'est le moins cher. Mais bien sûr. Tout simplement. Le charbon, c'est le moins cher, mais c'est le plus polluant. Donc, il faut éradiquer le charbon. Par contre, on va l'éradiquer, si on va aller au cœur du sujet. Il y a 2 pistes qui sont des énergies pilotées, que sont l'hydraulique et le nucléaire, et puis des énergies intermittentes, parce que c'est ça le vrai sujet, comme l'éolien et le solaire. Et donc, en fait, il faut construire un mix autour de ça, et chacun, j'allais dire, va avoir sa recette en fonction de là où il en est. Oui, mais c'est là où, Dominique, où je te suis pas, parce que ces gens-là, comme tu dis, c'est moins cher, mais ils vont continuer à cramer du charbon. Alors, Qu'est-ce qui, à un moment, va les faire réfléchir à l'idée de construire un réacteur nucléaire ou de construire des réacteurs nucléaires? c'était la tentative de la COP 21 et de cette démarche au niveau de la planète, de dire de toute façon, on est tous dans le même bateau en termes de climat, Ouais. et de toute façon, les pays, entre guillemets, riches, ont intérêt à aider ces pays-là à éradiquer le charbon. Parce que de toute façon, le CO2, ça ne s'arrête pas à la frontière. Donc c'est vrai que c'est une grande ambition, ce sera long, et dans ce cadre-là, il faut avoir des solutions efficaces. Et le nucléaire est une solution très efficace. Je comprends. Et c'est là que les discussions en ce moment à Bruxelles sont fondamentales. Alors voilà, le fameux sujet, ce mot un peu curieux de taxonomie. Taxonomie, le mot de l'année 2021. Voilà, qui est plutôt un mot qui s'appliquait à la biologie. Aujourd'hui, c'est une victoire, mais logique. C'est-à-dire que le Conseil d'experts européen reconnaît que le nucléaire a des avantages en termes de faible émission de carbone et n'a pas d'inconvénients significatifs, donc est classé comme une énergie verte. Attends, tu vas trop vite, parce que alors, ceux qui suivent ça ont compris. Taxonomie, ça veut dire qu'en ce moment, Bruxelles
et ce sera derrière une discussion parlementaire, Oui. est en train de définir ce qui est un investissement vert et ce qui ne l'est pas. Absolument. Voilà. Et donc, on va avoir toute une liste. Absolument. Là où je comprends l'enjeu que je n'avais pas en tête en t'écoutant, c'est que si on veut, par exemple, que nos grandes banques aident les Vietnamiens à sortir du charbon, Oui. il est impératif que le nucléaire soit dans les investissements. Absolument, sur une énergie verte, parce que sinon, il y a tout un ensemble de financements qui ne pourront pas être fléchés vers le nucléaire. C'est ça. Donc l'enjeu, il est fort. Et il est mondial, Il est en fait. mondial. Il n'est pas seulement européen. Et il faut s'enlever de la tête que la transition énergétique, c'est sortir du nucléaire. Parce que de temps en temps, on a l'impression, quand on entend des discours politiques... On va y aller après, Ok. après. Moi, déjà, le premier truc qui me frappe, c'est sortir du charbon. Avant de sortir du nucléaire, c'est sortir du charbon. Donc, sortir du charbon, une étape qui paraît logique, c'est de dire, on va remplacer le charbon par du gaz. Parce que le gaz, comme ça a lancé de la chimie un peu pour les nuls, hein, mais c'est une combinaison de carbone et d'hydrogène. Ça rejette moins de carbone que le carbone pur pour la même quantité d'énergie fournie. Tout à fait. Mais ensuite, les pays, si on prend l'exemple de Je ne l'Allemagne... veux pas dire de bêtises, mais on parle de quoi? On parle de 900 grammes du mégawattheure et on tombe, ça c'est le charbon, et on tombe, enfin entre 600 et 900, ça dépend de la qualité du charbon, et on tombe à 250 à peu près en ce qui concerne le gaz, quoi. Hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je dirais que moi, on est à 12 pour le nucléaire. Les chiffres que j'ai en gros, c'est qu'une tonne de charbon émet 2 tonnes de CO2. Ouais. Oui, bah voilà. La chimie pour l'île, c'est ça. Ouais, Voilà, ouais. voilà, hein. C'est de la lignite à ce moment-là. Voilà. C'est du charbon très très sale. quand même, hein. C'est Ouais. le oui. Alors donc, mais ça donne Ça donne un ordre de grandeur. Et l'autre ordre de grandeur, c'est que 1 gramme d'uranium va donner la même quantité d'énergie que c'est une tonne de charbon. Et 1 centième de gramme de déchets ultimes. 1 centième de gramme. Attends, on va y aller sur les déchets. Moi, je veux revenir sur cette discussion passionnante au cœur de l'Europe. Et là, tu es très sévère avec l'Allemagne. Parce que là, on a un sujet finalement sur le nucléaire. Et ce sujet, il s'appelle l'Allemagne. Oui, parce que... Alors, sévère avec l'Allemagne et peut-être aussi avec nos gouvernants. Parce que finalement, si la Commission européenne est quand même très influencée par le point de vue allemand, ben, on a une part de responsabilité, on l'a laissé faire. Et puis l'Allemagne, il y a quelque chose qui est incompréhensible, puisque l'Allemagne a du charbon, du nucléaire, et lance des investissements énormes dans le renouvelable. La logique, c'est de dire, j'arrête d'abord mon charbon, c'est la priorité, c'est ce qui rejette le plus. Pour des raisons politiques, je veux plus de nucléaire, puis j'arrête le nucléaire. Or là, les Allemands aujourd'hui ont décidé d'arrêter le nucléaire, ont redémarré une centrale à charbon pour remplacer Fessenheim, et puis aujourd'hui, avec les renouvelables, essayent de faire en sorte de tous nous emmener dans la même logique pour pouvoir s'interconnecter, parce qu'en gros, l'Allemagne, les éoliennes sont au nord, et les consommations d'électricité sont au sud. C'est un peu le sujet. Donc, si c'était d'autres pays qui pouvaient alimenter le Sud, etc. Donc, on voit bien qu'il y a si tu veux, il y a une incompatibilité aujourd'hui d'approche. C'est-à-dire que le nucléaire, c'est une énergie qui peut suffire à elle-même pour approvisionner un pays. Attends, mais je veux rentrer dans le détail de ton bouquin, parce que là aussi, ça m'a fait tilt. Dans l'idée, on reprend l'exemple du Vietnam. Ouais. L'un des éléments pour lui dire il faut que tu abandonnes le charbon, c'est le prix du carbone. C'est une taxe carbone aux frontières européennes. Je résume, les Vietnamiens, vous voulez toujours nous exporter des produits, mais simplement s'ils sont faits avec du charbon, vous allez perdre toute votre compétitivité. Donc ça, c'est un peu la menace, c'est un peu le bâton. Oui, Et puis, sauf que ce que tu expliques, c'est que c'est les Allemands qui freinent des cas de fer parce qu'ils tournent eux-mêmes encore au charbon et au gaz. Voilà le problème. Et le discours allemand, c'est demain. On est en transition, c'est demain. Donc, demain, comme aurait dit ma grand-mère, on compte les œufs dans le cul de la poule. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est effectivement pas celle-là. Et il y a un autre élément aussi important, c'est derrière ces pays qui produisent l'électricité, il y a des consommateurs. Quel est le prix du consommateur pour le kilowattheure? Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde des chiffres un peu bruts, quand on regarde c'est-à-dire quand on enlève tous les dispositifs de subvention. Oui, voilà. Et puis si on essaye surtout d'être très simple, parce que c'est très difficile de dire quel est le prix d'un kilowattheure qui sort d'une éolienne, si vous voulez. Si tu veux, j'allais dire, si je fais de l'humour, ça dépend du vent. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand on construit une centrale nucléaire, si on la construit pour 80 ans, elle fait 1800 mégawatts, elle produit 7500 heures par an, donc on va produire tant de kilowattheures. Et là, je veux dire, c'est 1080 térawattheures. Ouais. Quand on prend une éolienne, les plus compétitives, éoliennes type Wesson, c'est-à-dire des éoliennes de 8 mégawatts,
elles produisent pendant 3750 heures, on dit en gros 50% de... Quand il y a du vent, quoi. Hein. Quand il y a du vent, mais 50%, et on la construit pour 20 ans. Quand on fait la même multiplication, on arrive à 0,6 TWh. Donc, quand on veut l'équivalent entre un EPR en éolienne, on divise 1080 par 0,6 et on tombe sur 1800 éoliennes. Et une éolienne, ça coûte 40 millions d'euros. Donc 1800 éoliennes, ça fait 72 milliards. Et un EPR, même à 15 milliards, il est encore ultra compétitif. Dominique, je ne vais pas te suivre là-dessus parce que... Non, parce que tu peux pas... Le monde du nucléaire ne peut pas nous dire d'un côté... ok, on n'arrive pas à construire un EPR en Europe, on n'est pas foutu de le faire, mais vous inquiétez pas, il va y avoir un effet de série et les prix vont s'effondrer, et pas tenir le même raisonnement pour les éoliennes en mer. Là aussi, tu vas avoir un effet de série massif, et là aussi, tu peux penser que... Mais moi, je voulais pas t'amener sur... On peut pas aller sur tous les sujets. Okay. Moi, je voulais rester sur ce que tu m'apprends sur le comportement de l'Allemagne, qui a fait, tu l'écris, un choix économique et social, et qui met maintenant, donc, d'arrêter le nucléaire, et qui met maintenant tout en œuvre pour le valider et donc freiner la mise en place d'une taxation carbone qui pénaliserait fortement son industrie, quitte donc à refuser, et quitte à se mettre entre les mains de Poutine. C'est ça l'autre sujet. Alors, quand même. L'autre sujet, c'est le fameux, c'est le gazoduc, voilà, Nord Stream 2. Même Trump, avec son franc-parler, avait effectivement épinglé Angela Merkel en lui disant que c'était scandaleux de se mettre les entre les mains. Les entreprises américaines n'ont pas le droit, enfin c'est ambigu, mais a priori, n'ont pas le droit de travailler sur Nord Stream. Voilà. Effectivement. Donc, on voit bien que l'enjeu, c'est le tout économique en Allemagne. C'est la protection de ces industries, c'est comme la protection de cette filière charbon, ces filières chimiques, parce que le charbon ne sert pas uniquement à faire de l'électricité. Donc, on voit bien que l'Allemagne a cherché à entraîner toute l'Europe dans la direction qui l'arrange. Et que la position de la France avec maintenant ses 56 réacteurs nucléaires... Oui, parce que là aussi... Ça gêne. Oui, mais enfin, nous aussi, on est en plein conflit d'intérêts. Toi aussi, tu es en plein conflit d'intérêts quand même. C'est-à-dire, nous, notre position pro-nucléaire, elle est aussi le résultat des choix qu'on a faits dans les années 70 et dans les années 80. Oui, mais simplement, quand on regarde, on met ça sur la table, on a le kilowattheure quasiment le moins cher d'Europe, et c'est nous qui émettons le moins de carbone en production d'électricité. Ouais. Donc, on a peut-être le droit de s'exprimer. Pour une fois qu'on est performant, et d'un point de vue industriel, et d'un point de vue économique, on peut peut-être un tout petit peu la ramener. C'était pas le but, c'était pas du tout le but des pères fondateurs du programme. Voilà. C'était l'indépendance énergétique, et aujourd'hui, ça coche toutes les cases. Parce que ce que tu écris aussi, c'est que donc, l'Allemagne a un plan de développement d'énergie renouvelable considérable. Oui. Et visiblement impossible à atteindre quand on fait les calculs. Quand on fait les calculs, quand on voit la contribution aujourd'hui à la production d'électricité versus les investissements qui ont été faits, ça sème un doute certain sur l'efficacité à long terme quand même des renouvelables. Et donc, on voit bien qu'effectivement, pour que ça marche, il faut le gaz. Et c'est logique. On remplace du charbon extrêmement polluant par un tandem renouvelable qui nécessite des investissements lourds, c'est-à-dire c'est une infrastructure qui coûte cher et donc finalement il faut amortir le coût qu'elle produise ou qu'elle ne produise pas. Et à côté de ça, on fait des centrales à gaz qui ne coûtent rien, qu'on peut démarrer très vite et qui ne coûtent que quand on consomme du gaz. Ouais. Donc c'est pas stupide de marier l'éolien avec le gaz. Centrales à gaz dont il faut dire d'ailleurs qu'elles ont été flinguées il y a 10 ans par l'ensemble des subventions qui ont permis le développement des énergies renouvelables. Hein. On est d'accord. Ça, c'était la grande bataille de Gérard Mestralet, l'ancien patron de GDF Suez à l'époque. Mais même s'ils arrivaient, tu écris, à ce plan vertigineux, leurs émissions seraient encore supérieures à celles de la France. Oui, bien sûr. Parce que l'équation française, elle est imbattable. Alors, il y a tout un tas, vous verrez évidemment dans le bouquin. Le sujet qu'on ne peut pas, j'ai presque envie de dire qu'on ne peut pas traiter, c'est celui des risques. Voilà. Ok, on a vu le rapport de Fukushima, zéro mort. On peut traiter les faits. On peut traiter les faits, voilà. Oui, c'est ça. C'est ce que tu dis. Tu dis à un moment, ça fait
ça fait 60 ans qu'il tourne, enfin non, 40 ans qu'il tourne, et voilà. Alors, on peut toujours dire qu'on a eu de la chance pendant 40 ans avec 58 réacteurs. Peut-être qu'aussi dans ce domaine-là, on peut dire que les Français, on n'est peut-être pas mauvais dans l'exploitation d'un parc nucléaire, qu'on a une autorité de sûreté nucléaire qui, quoi qu'on en dise, est efficace. Parce que... Mais pas quoi qu'on en dise d'ailleurs, enfin je crois qu'elle est assez peu contestée. Ouais, il y a toujours les complotistes qui disent qu'il y a une entente, une connivence entre X-Mine, etc. C'est pas vrai. Ils ont discuté avec les ingénieurs d'EDF. Hein. Exactement. Et l'ASN a pouvoir pour arrêter un réacteur. C'est comme les autorités aériennes, le nucléaire en France. Alors qu'au Japon, j'allais dire, l'autorité de sûreté, elle était presque un peu comme la Cour des comptes. C'est-à-dire qu'elle a le droit de pointer toutes les anomalies, les dysfonctionnements, mais n'avait pas de pouvoir. Donc c'est un sujet de gouvernance. Aujourd'hui, la sûreté, c'est plus un problème de gouvernance que de technologie. Voilà, les technologies, il y a pas de problème. Il n'y a nulle part des incidents, il y a une différence technologique. Le sujet, c'est effectivement la gouvernance. Et alors, les déchets, là, tu l'exécutes en 2 temps, 3 mouvements. Oui, parce que... Non, mais j'ai appris, grâce à toi, le borosilicate. Oui. Et que les Égyptiens, déjà, on a trouvé dans les pyramides, justement, des éléments extrêmement stables, chimiquement, ces verres colorés. Et c'est ce qui a inspiré, effectivement, la logique de la vitrification. Les déchets les plus dangereux, mais qui ne représentent, je crois, qu'un millième, finalement, des... Oui, c'est ça, c'est un tout petit volume. C'est-à-dire que ça rentrait, si on ne les traitait pas, il n'y avait pas cette dissolution dans le verre, ça rentrerait dans cette pièce. 1 centième de gramme par... Et donc, ils sont vitrifiés. Ils sont vitrifiés et ils sont mis dans une espèce de coffre-fort technologique souterrain, profond. Et puis, là, dans 500 ans, dans 600 ans, on les reprendra. Enfin, je veux dire, dès qu'on plonge sur le sujet, bien sûr, mais il n'y a pas de solution parfaite. Il y a un actif et un passif partout. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'amuse, c'est par exemple, dans les renouvelables, c'est que les verts ne jurent que par l'hydraulique. Quand tu regardes le bilan de la contribution des renouvelables, c'est qu'on nous dit, voilà, il y a eu tant de pourcents, c'est les renouvelables, et on s'aperçoit qu'à 95%, c'est l'hydraulique. Mais est-ce que les Verts, aujourd'hui, voudraient qu'on construise un barrage? Est-ce qu'ils accepteraient qu'on barre une vallée, qu'on inonde une vallée, comme on a fait à Serponçon? On a noyé un village, on a déplacé les populations. Donc on voit bien qu'il y a un actif et un passif partout. Donc ce qu'il faut, c'est que l'actif soit bien supérieur au passif. Voilà. Sérénité et donc les chiffres pour réfléchir. Voilà, en citoyen. Dominique Louis, donc, le patron d'Assystem, avec nous sur Bismart. On repart, les amis, et on repart avec... Et Brigitte, vous devez avoir l'habitude, mais certains vont hurler au sacrilège. Oui, parce qu'on est en France. On n'a pas le droit. Du vin en canette. Exactement. J'ai osé. Vous êtes... Alors, d'abord, pour calmer tout le monde... économiste merveilleux qui emploie ce terme, vous avez tous les parchemins, c'est-à-dire que vous êtes sommelière. Oui, je suis sommelière œnologue et passionnée de vin depuis l'âge de 15 ans. C'est mon métier, parcours. c'est votre parcours. Voilà, faut pas raconter d'histoire. Racontez-moi la démarche. Eh bien, la démarche était vraiment de faire découvrir une nouvelle expérience de dégustation dans un mode dégustation, donc format 25 centilitres, c'était parfait pour moi, c'était 2 verres de vin, donc en mode raisonné aussi. J'ai choisi la canette, pourquoi? Parce que la canette est éco-responsable, elle est totalement recyclable à 100%. Aluminium. Aluminium, mais qui a un film à l'intérieur spécial pour le vin qui recouvre, en fait, où le vin n'a pas du tout de contact avec l'alu. Donc, ce qui permet de ne pas avoir du tout de goût, parce que comprenez bien qu'en étant sommelière, si jamais le vin avait eu un seul goût avec l'aluminium, évidemment, je ne l'aurais pas fait. Donc le vin, ça n'altère pas le goût du vin. Mais est-ce qu'il a du goût? Je suis même pas sûr. C'est-à-dire, parce qu'au départ de votre démarche, c'est quand même un secteur aujourd'hui qui fait la même chose depuis quoi? Depuis 4 siècles, 3 siècles? On met du vin en bouteille et puis poum, un bouchon de liège dessus et alors on a fait croire... on a fait du bib, c'est pas, c'est pas beaucoup innovant. Alors le bib fonctionne très bien, c'est quelque chose qu'on ne croyait pas non plus au départ, parce que c'est une poche plastique, tout simplement le bib. Et puis au final, le bib représente plus de 40% des volumes en GD aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, Brigitte, c'est que la sommelière que vous êtes... Le verre n'a pas des propriétés exceptionnelles? Alors si. Moi quand je dis boire du vin en canette, c'est pas boire dans la canette. C'est vraiment quand on apporte une bouteille sur la table, on vous dit pas de boire du vin en bouteille. Là ce que je vous dis, c'est je vous apporte une canette chez vous, mais vous le versez dans le verre quand même, parce que le vin c'est vraiment un produit vivant. C'est pas comme du coca ou comme un soda américain. Il a besoin d'être aéré pour avoir toutes ses propriétés olfactives et gustatives. Donc il faut le verser dans un verre, bien sûr. Il faut le verser dans un verre et puis
puis attendre quelques minutes, c'est ce qui est Oui, mieux aussi. complètement. Voilà. Tourner un peu, attendre quelques minutes. Exactement, l'aérer, l'oxygéner. Complètement. Pour l'oxygéner. Donc, mais globalement, c'est quoi? Vous étiez confronté à une sorte... Il y a quelque chose, ça me fait penser un peu à la démarche qu'a eue, par exemple, la formidable Pauline Léniaud sur les bijoux. Il y a quelque chose d'un petit peu intimidant autour du vin. Et là, on démocratise l'accès au sens très large. Oui, on démocratise, on casse les codes. Alors, démocratiser, sachez que la canette est démocratisée dans tous les pays qui nous entourent, hein, tous les pays développés, États-Unis, Angleterre, Espagne, Italie. C'est vraiment en France, c'est le plus dur d'ailleurs dans l'innovation dans ces secteurs-là, parce qu'on touche au patrimoine. Moi, j'ai voulu y toucher, mais différemment. Ça veut dire que j'innove dans le contenu et dans le contenant. Ça veut dire que je vous apporte un petit format, mais je vous apporte beaucoup de vidéos derrière. Ça veut dire que j'ai 12 minutes de vidéos. Alors, on va voir le... Donc, il y a, et ça c'est génial, sur votre canette, il y a un petit flash code où il est sur le livret. Il est sur les livrets, mais il va être bientôt sur les canettes. Sur les canettes. Oui, il va être bientôt sur les canettes. Il soit sur les canettes. Exactement, c'est la première production, on l'a mis sur le livret, mais là, on va faire la seconde production où ça sera sur les canettes. Et donc, le petit flash code, et on le voit là, donc on vous voit là, vous êtes où? Est-ce que vous reconnaissez Château-Poulvert? Oui. Voilà, donc on est où? On est dans le Languedoc, c'est ça Alors ça, non, c'est la toute première vidéo que j'avais tournée cet été. C'est pas les vidéos de la boxe. Faut que vous alliez... Je l'ai vu sur... Non, mais je l'ai trouvé sur votre site. Mais c'est un peu la même histoire, en fait. Oui, c'est un peu la même histoire, parce que donc les vidéos sont beaucoup plus tournées professionnelles, avec du drone. Là, c'était un stabilisateur. Maintenant, les nouvelles vidéos, on a vraiment un drone, on a une équipe de tournage qui est avec moi. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Il faut Alors, raconter. C'est de la storytelling, ça veut dire que je vais transmettre les valeurs du vigneron. Il va nous parler de son histoire, il va nous donner voilà, ses valeurs, comment il travaille au domaine. Et donc, je l'interview, en fait, complètement. Je suis la chef d'entreprise qui crée, mais en même temps, je suis celui qui fait le lien entre le producteur et le consommateur. Tout à fait. Et puis derrière, il y a une autre vidéo où je suis avec un chef de cuisine, où moi, je déguste le vin, j'en parle avec des termes simples, et le cuisinier nous fait une recette en accord avec ce vin-là. Donc, on peut les trouver sur YouTube, on peut les trouver sur notre site larobeduvin.com aussi, toutes ces vidéos-là en accès. Mais c'est assez formidable, parce que, en fait, vous redonnez... Cet aspect, donc que certains vont qualifier de sacrilège, mais on va y venir, parce que je veux savoir quand même quels ont été vos premiers rapports avec les vignerons. Mais en fait, c'est tout le contraire. Complètement. C'est-à-dire que on va être, pour le coup, en harmonie avec l'ensemble de ceux qui ont fait ce produit merveilleux, finalement. Mais oui, parce qu'en fait, la filière vitivinicole, il y a la bouteille, il y a le bib. Aujourd'hui, la canette n'est pas démocratisée en France, mais ça a une autre destination. Moi, je m'en suis servi pour du format de découverte, mais c'est un format aussi, on va les vendre bientôt par 12 et 24. C'est un format nomade qui permet, voilà, un pique-nique, bateau, sortie, qui permet d'être emporté. C'est léger, c'est incassable. Pas besoin de tire-bouchon pour l'ouvrir. Et ça a une dose raisonnée. Donc... Oui, alors c'est là où vous dites, ça permet une consommation raisonnée. C'est 2 verres de vin, ouais. Ouais, si on n'en boit qu'une. Exactement. Bah non, mais c'est pas vrai, Brigitte. Ça permet pas une consommation si on boit raisonnée. les 3 d'un coup, ça fait une bouteille. Hein, c'est pareil. Non, mais comme vous dites, c'est nomade, c'est facile, c'est... Moi, j'ai rien contre ça. De toute façon, c'est aux gens de se responsabiliser. Exactement. Mais c'est pas vrai qu'un format va faire qu'on va moins boire. Non, c'est pas pour moins boire, c'est pour découvrir. Ça veut dire que aujourd'hui, si je vous amène une box chez vous et que vous aimez pas forcément ce vin-là, bah, au moins vous avez eu que 2 verres de vin. Vous n'avez pas eu une bouteille entière. Ça permet vraiment. Et puis c'est neutre en taxe carbone. Quand ça arrive chez vous, vous savez que c'est un contenant qui n'a pas pris beaucoup d'énergie, qui n'a pas été beaucoup taxé, qui est recyclable à 100%. Ouais. Donc c'était vraiment le format idéal pour moi pour la découverte. Ouais. Pour amener les gens vers le 75 demain. Le fait que je propose une recette aussi avec, ça permet aussi de recevoir demain ses convives avec une bouteille à table. On retourne chez son caviste ou sur un caviste en ligne qui va vendre la 75 et qui va nous permettre... Donc la 75, c'est la 75 centilitres. Hein, exactement, c'est la bouteille. C'est la bouteille. Ouais. Ah oui, vous le voyez comme une... Mais vous dites ça pour rassurer tout le monde, tous les vignerons. Vous le voyez pas comme un mode de consommation en soi? Eh bien oui et non. Vous en fait, je le vois pour un mode de consommation et découverte, ça dépend. Parce qu'on a des gens qui, par exemple, qui vivent tout seuls. Aujourd'hui, on a plus de 40% de la population qui vit seule. Ouais. Donc, quand on vit seul dans la semaine, on se culpabilise un petit peu d'ouvrir sa bouteille. Donc, au moins, là, on se culpabilisera un petit peu moins. Vous ne culpabilisez pas, il n'y a pas de problème. Et pour la découverte, parce qu'aujourd'hui, si on veut découvrir un vin, une bouteille, ça fait 6 verres. Donc, on est sûr que là, 2 verres au moins, même si on n'aime pas le vin. Bon, là, c'est des vins de qualité qui sont de vignerons indépendants ou de caves coopératives. J'ai du Vouvray, Val-de-Loire, entre les mains. Complètement. Vous avez une cave coopérative entre les mains, la cave coopérative des vins de Vouvray. C'est un regroupement de vignerons. Donc, du vin bio exactement. Donc, dans les box, donc,
l'idée, c'est que tous les 2 mois, on a une nouvelle box par abonnement. Et c'est des vins certifiés, donc soit bio. J'ai voulu mettre aussi pour le rosé la certification HVE, haute valeur environnementale, parce que c'est souvent la marche que les vignerons franchissent avant la culture biologique. Et Bon, mais alors comment ils vous ont... Il nous reste 2 minutes. Brigitte, comment ils vous ont accueilli? Parce que j'imagine qu'au début, les vignerons... Ah ouais. Alors au début, ils m'ont pris pour une folle. Ils m'ont dit, mais Brigitte, on est en France. Et puis ils vous ont lâché les chiens, non? Mais sors d'ici, c'est pas possible. Mon activité en premier, donc pendant la crise, on a eu une année où moi, je venais de me lancer dans la collerette sommelier. C'est une collerette qui, en un coup d'œil, va indiquer les accords mets vins, la typicité du vin, avec des visuels. Et de là, c'était des vignerons qui travaillaient déjà avec moi et qui me faisaient donc déjà confiance. Ouais. Et quand je suis arrivée avec la canette, bon, évidemment, au début, ils m'ont pris pour une folle. Ils m'ont dit, mais Brigitte, on est en France, ça va pas du tout le faire. Et puis après, avec mes réflexions, ils se sont dit, mais pourquoi pas? Puisque oui, c'est démocratisé autour de chez nous. C'est un contenant qui a sa place dans le monde vitivinicole, puisque aujourd'hui, il y a des volumes qui permettraient... Ça remplace pas la bouteille. C'est vraiment un... Il y a le bib, il y a la bouteille, il y a la canette. C'est 3 destinations différentes. Et il a sa place aujourd'hui pour écouler des volumes en tant que contenant. Et qui sont pas forcément... Si, qui sont quand même un petit peu liés à des qualités de vin. Oui, alors moi j'ai C'est-à-dire, choisi... Grand vin de garde, il peut quand même pas être ça en va être un canette. test. Si, ça va être Si, un il test, peut. parce que le Château Guilhem du Rouge, c'est un Languedoc. On est sur un assemblage de Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Malbec. On peut tout à fait le garder plus de 10 ans en bouteille. Maintenant, c'est un test qu'on fera en canette, puisque alors le contenant est plus petit, logiquement il vieillit plus vite, mais comme le contenant n'a pas du tout de lumière, c'est un test à faire avec la bouteille pour voir où il se situe en temps de garde, ouais, complètement. Il n'y a pas de raison que ça se garde. Il n'y a pas de raison que ça se garde pas. Non, ça prend pas la lumière, ça prend pas du tout le goût de la canette, donc je vois pas pourquoi ça se conserverait pas. Bon, parfait. Tout ça, donc c'est parti là, c'est tout récent, hein, c'est ça, tu démarres. C'est tout récent, ouais, le 11 mars, là on a déjà beaucoup de demandes à l'export sur des pays étrangers, parce qu'on le sait, c'est déjà démocratisé, et puis en France, on n'a pas encore misé la com, mais ça y est, ça va y aller Et à un cette moment, semaine. quand même, notre monde du vin, là, merveilleux, français, etc., il faut de toute façon qu'il se bouge. Hein, Oui, parce que alors on n'a pas des vignerons... Le monde il continue. Non, mais oui. Complètement. Et voilà. Alors les vignerons sont de moins en moins fermés, ils sont ouverts. Après, ça dépend des régions et ça dépend des mentalités, on va dire. Mais de part du fait d'avoir lancé cette box-là, j'ai beaucoup de vignerons aussi qui sont venus vers moi pour faire du vin en canette à la façon de la robe du vin, quoi. Formidable. Brigitte Després, donc, fondatrice de La Robe du Vin sur Bismart. Et donc, Jackie Chang, pour terminer. On prononce le Z ou pas, d'ailleurs, Jackie, parce qu'il y a un Z au milieu. C'est comme vous voulez. Comment tu fais, comment tu fais, toi? Z ou sans Z, c'est comme on Ça a fait envie. très américain, tu vois. Ça fait Avec très... un Z au milieu. Avec le Z au En fait, c'est milieu. mon prénom chinois, Zhengao. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Jackie Zhengao Chang. Bon, Paris Fashion Shop, comme son nom l'indique. Shops. Shops. Eh oui, Shops, parce que c'est une marketplace. Avec un S. Parce que ça s'adresse à beaucoup de shops. Oui, voilà, c'est ça. Combien d'ailleurs il y a de shops? Combien tu as de clients aujourd'hui? Il y a plus de 100 000 retailers aujourd'hui enregistrés sur la plateforme, qui sont des retailers aussi bien français, en Europe et dans le monde. Au départ, dans ta réflexion, il y a combien de temps, Jackie, que ça a commencé? Presque 5 ans. Presque 5 ans. Oui. Tu t'es dit justement, alors ce qui est devenu une évidence à travers l'année incroyable qu'on vient de traverser, tu dis c'est pas possible, ils n'y arriveront pas. Les magasins de mode indépendants, les magasins de prêt-à-porter indépendants, ils n'y arrivent pas. Et pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce qu'ils n'ont pas assez de choix, en fait. C'est ça le sujet, Jackie? Ils n'ont pas les outils digitaux pour les aider à réassortir, à avoir de la nouveauté en permanence dans leurs magasins. Ouais, c'est ça. Au fait, ce sont des magasins de la fast fashion et qu'aujourd'hui, la fast fashion est dictée par les grands noms, que je ne vais pas citer de nom, mais les grandes chaînes de magasins. Tu peux. Zara, H&M, Encore Mango et autres. aujourd'hui, ça, parce qu'on me dit que c'est fini, ça, justement. C'est les grandes chaînes qui dictent la loi aujourd'hui de la fast fashion. Toujours. Et chez Paris Fashion Shops, nous avons fait le pari de pouvoir donner le pouvoir aux retailers, aux détaillants, aux petits détaillants. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu portes leur stock, finalement, et tu portes l'ensemble de la diversité. Encore mieux, Vas-y. la promesse chez Paris Fashion Shops, c'est qu'en 2 clics, ils ont accès à 850 marques et grossistes parisiens et qui sont livrés chez eux dans leur magasin en espace de 48 heures. Et c'est ça c'est magique. Mais 850 marques, mais pas les marques.
Alors, C'est nous avons 850 marques. marque J'ai et presque- grossiste, Oui, marques et grossistes, mais j'ai presque envie de dire, c'est les marques obscures. marque no-name, Voilà, marque no name. qui fait partie du premier étage de notre fusée. D'abord, les marques no-name de Paris, et ensuite les marques premium. Et ces marques no name, elles sont collées finalement à ce que font les grandes marques, à ce que font les Zara et l'ensemble de ceux de la fast fashion. Alors, collé à la mode, À la mode, précisément. voilà, c'est ça. Oui, collé à la fast fashion, ce qui est tendance, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les magazines de mode. Et ce sont aussi des designers parisiens qui produisent en local, qui produisent en Europe, qui produisent aussi en Asie. Mais c'est tout un écosystème aujourd'hui qui représente ces petits poissons, que je porte sur moi au quotidien. Ah, je sais pas si... Alors, on va le filmer. Je sais pas. Attends, je regarde s'ils arrivent à le filmer, parce que oui, j'avais oublié ça. En fait, le concept, c'est que des milliers de petits poissons n'ont plus peur. 700 000 en petits Europe. poissons n'ont plus peur du gros poisson. C'est ça ton truc, hein. Des plus gros poissons, des grands industriels et de tous ceux-là qui dictent aujourd'hui la mode, la fast fashion. Sauf que visiblement, ça suffit pas. Parce qu'ils ont pris quand même... Alors, tu as pris et ils ont pris un impact terrible pendant cette crise. Mais pas seulement parce qu'ils ont été fermés administrativement, Jackie. J'ai l'impression que ça a été le révélateur de ce que ces magasins étaient has-been. Has-been avant notre arrivée sur Paris Fashion Shops. Parce que depuis la nuit des temps, ces retailers s'approvisionnent de la même façon qu'au Moyen-Âge. C'est-à-dire aller sur les salons, commander sur les salons, attendre que les représentants des marques viennent les voir, donc se déplacer. Nous leur apportons justement cette digitalisation, cet accès en 3 boutons, en 2 clics, de pouvoir toucher de la nouveauté et avoir de la nouveauté dans leur magasin. Et alors justement, pendant qu'ils étaient fermés, pendant que toi, j'imagine que tu as dû vivre une année ultra agilité, ultra compliquée, en fait, tu as décidé de passer à une dimension supplémentaire, finalement, de la façon dont tu pouvais aider ces détaillants. Raconte-moi un petit peu tout ce que tu as fait. Alors, là, il y a un an, précisément au mois de mars 2020, c'était pas facile parce qu'on avait démarré le mois de mars avec l'histoire du confinement, avec un chiffre d'affaires de moins 80%. Très vite, avec nos équipes, on s'est adapté. On avait soit le choix entre la télécommande de Netflix, soit le choix, le clavier de nos ordinateurs. On a fait le choix de nos claviers. Des claviers d'ordinateur. On a délivré des sites B2B à nos marques et grossistes, et on a délivré aussi des outils pour nos clients pour accélérer les choses. Ces grossistes, eux-mêmes, ils ne sont pas digitalisés, en fait. Très peu. Très peu, voilà. Très, très peu. Au fait, tu vas rigoler, Stéphane, mais sur les 2000 acteurs parisiens, qui sont des grossistes et des petites marques no-name, aujourd'hui parisiens, il n'y a même pas 1% du chiffre qui est réalisé sur le digital. Tout est du physique. Ben oui. Mais oui, Paris parce qu'il passe Fashion par toi. Shops est arrivé Voilà, aujourd'hui oui, pour c'est ça. changer, pour innover dans ce Il métier. passe par toi, il passe par les entrepôts, il passe... on a tous vu La vérité si je mens. Enfin voilà, on voit bien... oui, mais non, mais ça, c'était avant. Oui, mais t'es héritier de ça quand même, d'une certaine manière, hein, de l'ensemble de ce système. Mais ça veut dire donc que plutôt que tu t'es tourné vers ces grossistes en disant, moi j'ai besoin que le flux continue. Au fait, on va digitaliser votre métier. Voilà. C'est ça qu'on leur a proposé. Digitalisation de leur catalogue physique, photo studio photo, pour digitaliser tous les produits. Il y a 4 studios en interne qui tournent au quotidien, plus de 1000 nouveautés par jour sur la plateforme, qui sont intégrées sur la plateforme pour que les retailers en France, peu importe où qu'ils soient, leurs commandes sont expédiées depuis notre entrepôt en groupage de colis en 24-48 heures, Stéphane. Mais Jackie, je me faisais la réflexion, si tu leur donnes un site internet, si tu leur donnes tous les moyens d'être en contact direct avec les magasins, ils ne vont pas commencer à te bypasser ? Au fait, la marketplace est là pour sécuriser toutes les transactions. Ouais, c'est ça. La marketplace, c'est un tiers de confiance. Ouais. Et Paris Fashion Shop, c'est un tiers de confiance qui sécurise aussi bien les vendeurs, les marques, les grossistes et les retailers, qui sont les boutiques un peu partout dans le monde. Ouais, c'est ça. Le grossiste, même malin, digitalisé, efficace, il ne peut pas avoir accès à 700 000 petits poissons, c'est ça ? Compliqué. Et le ROI n'est jamais au rendez-vous pour un grossiste indépendant. Ouais. Et il n'y a pas besoin de le démontrer. La preuve, elle est déjà faite. La tendance est sur les marketplaces. Et c'est la marketplace qui tient. On va y aller sur les marketplaces. C'est un truc qui me passionne depuis un petit moment. Parce que là-dessus, tu as été visionnaire. Moi, je me souviens, tu nous expliquais un petit peu ce que tu allais faire.
en fait, il n'y avait pas encore le mot marketplace même, je crois. Enfin, Place de marché. ouais, c'est ça, mais il n'y avait pas du tout ce qui est en train de devenir un véritable phénomène. Mais tu as été aussi de l'autre côté. Je vois kit de communication de reprise offert aux boutiques. C'est quoi ça? Gratuitement. C'est Au quoi, fait, notre DIRCOM, avec nos équipes, on a dessiné un kit de communication pour que les magasins, les retailers puissent communiquer à leur tour avec leurs propres clients, leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent utiliser les bons outils digitaux pour pouvoir communiquer avec les consommateurs, les prévenir, faire du click and collect dans leurs magasins. Ouais. Et tout ça, on les accompagne. Au fait, la mission chez Paris Fashion Shops, c'est tout simple, c'est de redonner le sourire à tous les retailers de France et dans le monde. Et leur dire que... Pour la mode, attends, tous les retailers qui font de la Retailers dans le mode. métier de la mode, bien Oui, sûr. voilà. Bien sûr. Tu vas me dire qu'il n'y en a pas Paris d'autres. Fashion Shops. Paris Fashion Shops. Fashion, ouais, voilà. la mode. Mais, alors, parce que eux aussi, ils sont à l'âge de pierre quand même. Tu disais le Moyen-Âge. Ils sont à l'âge de pierre. C'est-à-dire, beaucoup d'entre eux, ils n'ont tout simplement pas l'adresse mail de leurs bons clients. C'est ça, aujourd'hui, Jackie Serre, pour envoyer leur message. Au fait, chez Paris Fashion Shops, on leur donne pas le poisson, mais on leur apprend à pêcher. Parce que quand tu donnes un poisson, tu as mangé pendant une journée. Mais quand tu apprends tes clients à pêcher, là, c'est différent. On reste dans le concept des poissons. On reste dans le concept des poissons. Voilà. Mais, je veux dire, pour justement, toi, tu as les adresses où tu avais, toi, dans l'ensemble de ta base de données, de quoi aider ces retailers à essayer de retrouver leurs clients. Alors ça, c'est pas mon métier, c'est leur métier. Et voilà, c'est ça. Mais le contact client, c'est eux. c'est eux. Ouais. Le quotidien, dans le magasin, c'est eux. Ce qu'on leur donne, ce sont des outils digitaux qui leur permettent de connecter leurs clients et leur dire, vous avez décidé à ouvrir un magasin de mode, parce que, vous le faites par passion du métier de la mode, et le vrai focus que vous devez avoir, c'est vous concentrer, passer votre temps sur vos clients, développer vos clients. Tout le restant, Paris Fashion Shops gère. Le sourcing, la qualité des produits, le prix, le groupage de colis pour que ça soit écologique. Donc tout ça, c'est le travail de Paris Fashion Shops et de l'équipe chez Paris Fashion Shops. Ouais, je crois que depuis le lancement de Bismart, tu vas battre le record. Tu vas être l'entrepreneur qui a le plus prononcé le nom de son entreprise pendant l'interview. Mais non, mais j'adore, mais bravo. C'est juste pour que les retailers en France, N'oublie partout pas qu'ils soient, Paris entendent Fashion bien Shops. Paris Fashion Shops. Nous sommes là pour les aider. Parlons du phénomène des marketplaces, Jackie, parce que c'est en train de se répandre. Évidemment, tout à coup, on a dit « Ah, mais mon Dieu, il y a Amazon !» Ben oui, la moitié du chiffre d'affaires d'Amazon, il sort des marketplaces. Ils sont venus ici à 2 reprises déjà, je trouve ça absolument passionnant. On a en France un leader, peut-être qui deviendra un leader mondial de la fabrication de ces marketplaces, qui s'appelle Miracle. Marketplace Maker, on appelle ça. Marketplace Maker, qui s'appelle Miracle. Oui. Voilà, donc c'est vraiment un phénomène qui est en train de prendre une dimension aujourd'hui sur l'ensemble du commerce et l'ensemble du retail. Pour nous, c'est le futur aussi du retail ou du business. C'est le tiers de confiance, déjà avant tout. Parce que vous n'allez pas sortir votre carte bleue si vous ne connaissez pas le site qui se retrouve au fin fond de Valenciennes ou je ne sais de quelle autre ville. Commander sur un site e-shop, il y a quand même un risque. Ça, c'était le rendez-vous avec Stéphane qui devait commencer. Ouais, vas-y, continue. Et donc, là où ça peut être un peu frustrant pour justement les commerçants, les acheteurs, etc., c'est que c'est la marketplace qui fixe les prix. Non, c'est le vendeur qui fixe son propre prix. La marketplace est là pour veiller à ce que toute la sécurité transactionnelle, le prix soit bon, que les paiements soient sécurisés pour le vendeur et pour le client. Le moindre souci, la marketplace intervient en tant que régulateur. Ouais, c'est ça. Voilà, pour que le commerce puisse tourner tranquille, aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur. Et notamment sur les questions de paiement, etc. Et tout, c'est évidemment très important. Mais quand même, tu offres un choix plus d'1 million de pièces sur stock. Infini. Sur stock. Mais c'est le fabricant qui a fixé son prix. On est d'accord. C'est ça. Ouais, voilà. Et ce qui peut être assez vertueux d'ailleurs, de manière industrielle. C'est-à-dire que lui, il sait où est-ce qu'il a encore un tout petit peu de marge pour continuer à exister. Au fait, sur la partie fast fashion, on parle d'une industrie qui est quand même une des plus polluantes de la planète. Ouais. Le rôle aussi de la marketplace,
c'est de pouvoir aussi venir réguler cette partie-là pour dire qu'une partage de valeur développée. Partage de valeur développée chez nous, ça s'entend aussi par le bon prix pour le fabricant, le bon prix pour le grossiste, le bon prix pour le retailer, et donc le bon prix pour le consommateur. Ça, c'est le bon partage de valeur développée. Et donc, du coup, en tant que marketplace, on se doit sécuriser toute cette partie-là. Mais ça veut dire, Jackie, tu vas refuser, par exemple, un gars qui charge. Qui charge les prix, par exemple. Je pensais à l'inverse, moi. Un gars qui détruit le prix. Un gars qui est à l'agonie, j'en sais rien, il a des échéances de trésorerie, il faut qu'il liquide, et donc il va complètement tout brader. Alors, sur cette partie-là, on va faire profiter à nos bons clients sur les flash-ventes, par exemple, des produits, pour que les retailers puissent aussi faire de la marge aussi sur les produits sur lesquels ils vont acheter. Il y a un prix barré, ils vont dire pour X raisons. Il y a un magasin qui va fermer ou il y a un magasin qui a besoin de déstocker pour faire rentrer de la trésorerie. Donc, au lieu de débarrasser à gogo sur les sites de déstockage, ils vont dire, moi, en déstockant, par exemple, sur Paris Fashion Shops, j'ai la possibilité d'avoir une marge meilleure en tant que fabricant, en tant que vendeur. Donc, je fais profiter à mes clients directement, qui sont les retailers. Ça, c'est la partie, on va dire, gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, le bilan de l'année, il nous reste une... Parce que j'ai vu que tu avais 50 millions d'euros, attention, de volume d'affaires. Hein, c'est ça. Voilà, de volume d'affaires. De flux business. Voilà, de flux business qui passe sur ta plateforme. Enfin, il a été doublé. Il a été doublé. Oui, il a été doublé cette année et qui va continuer à doubler encore parce qu'on est sur un taux de croissance à 3 chiffres. Je pense que les retailers ont enfin compris la valeur apportée par une marketplace telle que Paris Fashion Shops. Et voilà, c'est ça. D'autant que, parce qu'en ce moment, il y a toute la question des stocks, notamment pour les magasins de mode. Ceux qui travaillent avec toi, c'est une question qui est pour eux beaucoup moins compliquée à gérer. Alors, je prends un exemple, par exemple, de monsieur et madame Robert qui tiennent une boutique à Valenciennes. Eux, ils n'ont plus besoin de stocker 3 mois, 6 mois à l'avance des produits. Ça veut dire que chaque semaine, ils peuvent avoir de la nouveauté dans leur magasin. Et ça, c'est une force. Zara renouvelle leur collection toutes les 2 semaines. Et ça, c'est encore... Alors juste, et vraiment, termine là-dessus. Oui. C'est encore vrai, moi j'entends partout, on me dit, ah ben non, ça y est, c'est fini, les clients sont responsables, ils savent qu'on ne peut pas comme ça renouveler toutes les 2 semaines, maintenant c'est des valeurs, c'est une mode plus durable, slow fashion, etc. Vrai ou faux? T'as 15 secondes. Est-ce qu'il y a vraiment une marque qui va prendre le risque de lancer un slow fashion alors que la fast fashion croît à 60% par an? On est à 3 000 milliards de taille de marché en 2021, qui va, selon les reportages, progresser jusqu'à 5 000 milliards sur la fast fashion. Bien sûr, il y a toute la partie responsabilité, RSE des entreprises et toute cette partie-là, tous ces enjeux-là. Mais je crois qu'en 15 secondes, on n'aura pas le temps de détailler tout ça. Mais en tout cas, tu as répondu. Voilà. Mais je voudrais, si tu permets, est là pour un petit moment. Non, mais oui. Très vite. Alors, très rapide, passer un message à tous nos retailers en France. La devise de Paris... La devise de Paris, fluctuate nec margetur. Voilà. Et ça, qui tiennent bon, ils sont courageux, et on est là pour les aider, on est là pour avancer ensemble. Jackie Chang, donc sur Bismart, et les amis, on se retrouve demain. Merci infiniment.